Salam alaikum, Zulfillaoun, bonjour. Nous sommes donc à la troisième partie de l'émission consacrée au gaz de schiste. J'ai encore le plaisir d'accueillir Abdelhamid Fanghor, docteur en génie chimique. Avec nous au téléphone, nous aurons Saïd Lebaz qui fera une courte intervention et Faisal Mattaoui, journaliste qui m'accompagnera pour poser éventuellement des questions à Saïd Abdelhamid Fanghor et éventuellement à commenter aussi le sujet. Abdelhamid Fanghor, merci encore une fois d'être avec nous. Merci Sidi Jamal pour l'invitation. Salam. Et merci à Al-Magharibiya, merci aussi aux téléspectateurs et aux invités. Merci beaucoup. Abdelhamid Fanghor, si nous parlions un peu des coûts en matière de gaz de schiste, tout particulièrement parce qu'en ce moment, avec la chute du baril, la chute des prix, y compris du gaz naturel, qui est donc concurrent principal du gaz de schiste, il semble que ce ne soit plus intéressant du tout d'exploiter le gaz de schiste, puisqu'il serait plus cher que son prix de revient, que son coût de production. Absolument. Déjà, on constate aux États-Unis un ralentissement de l'exploitation du gaz de schiste. On estime à peu près à 4 ou 5 millions le forage d'un puits de gaz de schiste aux États-Unis. Donc, pour le cas de l'Algérie, le prix sera au moins le double. Pourquoi ? La raison, c'est que aux États-Unis, c'est généralement les forages se font dans des endroits proches de sites industriels et l'acheminement de l'eau, du sable et des produits chimiques est facile à faire. Et puis c'est vrai qu'ils ont des fleuves, ils ont la mer qui est toute proche, qui permet d'évacuer une partie des déchets, les routes, les autoroutes. Alors que nous, chez le Sahara, c'est d'accord. Chez nous, à part peut-être l'eau qu'on va puiser dans la nappe du continental intercalaire, cette albienne, tout le reste sera importé de l'étranger. Donc les produits chimiques seront achetés à l'étranger, même le sable, parce que le sable qu'on utilise dans la fracturation est un sable particulier, et c'est un sable d'une certaine granulométrie, avec des spécifications bien précises. Donc, tout ça veut dire même le sable sera importé ? Même le sable sera importé. Au Sahara, qui est le pays du sable ? Oui, parce qu'on n'a pas de carrière pour fabriquer ce sable spécial. Donc c'est un sable d'une certaine granulométrie, d'une certaine forme, d'une certaine composition. Donc c'est un sable qui doit résister à des contraintes très importantes dans la formation. Mais c'est immense ce que vous nous dites là. Ça veut dire maintenant, aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, où ils ont tout à côté, la matière première, la technologie, les experts, les techniciens, les fleuves, la proximité de la mer, et le gaz de schiste est en train de devenir non intéressant parce que le prix de revient coûte plus cher que le prix de vente. Alors que chez nous, vous nous dites que ça va coûter le double. En plus, il faudra rajouter l'incompétence, la bureaucratie, les tracasseries. Ça veut dire que c'est quasiment inenvisageable en l'état. Absolument. Et il y a un autre aspect aussi qui est très important, il faut le souligner, c'est aussi le côté sécuritaire. En Algérie, maintenant, on a un peu la phobie du sécuritaire, donc et là, ça ajoute des coûts supplémentaires à tout projet. J'ai été un peu surpris en travaillant sur un projet algérien pour le compte d'une société d'engineering. J'ai été surpris de découvrir, par exemple, que dans le cahier des charges, il y avait la construction d'une caserne militaire. Ça veut dire, dans un projet industriel, dans le cahier de charge, il prévoit la construction d'une caserne. Oui, pas d'une clôture, pas d'une guérite, une caserne. Avec
Sur les autres projets sur lesquels j'ai travaillé pour d'autres pays, généralement, on ne demande qu'une clôture. Et le reste, si le pays veut faire une caserne, il n'a qu'à la faire par ses propres moyens. Mais là on essaye d'ajouter des coûts qui ne sont pas nécessaires pour... C'est ce qu'on appelle les surcoûts. Les surcoûts. En plus, ce sont des surcoûts qui ont été engendrés par une politique parce que le régime algérien voulait se faire passer pour un expert dans la lutte antiterroriste, le grand maestro et tout. Et donc maintenant, même les sociétés qui viennent investir en Algérie, elles prennent en compte ces aléas et elles les prennent en compte dans leur prévision budgétaire, je veux dire. Ça veut dire que ce qui fait que ça a des répercussions dont on n'imaginait même pas les impacts, quoi. Oui, quand on parle beaucoup de sécurité, on donne l'impression d'aller vers une région qui n'est pas sûre. Et donc, ça peut induire des coûts supplémentaires. C'est peut-être... parfois, c'est juste une impression. Dans la réalité, les choses ne se passent pas comme ainsi, mais il y a une idée qui se forme dans la tête des gens et on a l'impression que ce n'est pas sûr. Donc, les gens veulent ajouter des coûts supplémentaires et du coup, les projets deviennent très, très coûteux. Et dans une ambiance générale de corruption, etc., et tout le reste. Dans cette émission, il y aura aussi donc avec nous Saïd Lebez, chef de projet énergie, communication et sécurité à Londres, et Faisal Mattawi, journaliste, qui m'accompagnera, qui va intervenir maintenant pour commenter ou peut-être vous poser des questions. Faisal Mattawi, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir Jamal, merci bonsoir. Pour l'invitation. Merci. Donc c'est à vous, Faisal. Écoutez, effectivement, la personne qui parlait tout à l'heure, il donnait des informations très importantes pour enseigne de manière très claire ce que c'est que exploiter le gaz de schiste. La question qui se pose maintenant, elle est presque naturelle, puisque le gouvernement maintenant parle d'austérité, que la loi de finances 2016 va encore puiser dans la poche des Algériens. La question, est-ce que l'Algérie sera amenée par contrainte économique, par contrainte financière, qui est devenue pratiquement ingérable, va abandonner le projet de gaz de schiste en l'état actuel, et est-ce que les dispositions contractuelles, éventuellement signées avec les partenaires étrangers, le permettent? Très bien, c'est une très bonne question, Faisal, que nous allons poser à Abdelhamid Fenghor. Il l'a écouté. Est-ce que ça va contraindre de façon claire, catégorique, l'État algérien, appelons-le comme ça, à abandonner donc ce projet? Moi, je ne suis pas au fait des discussions ou des accords conclus entre le gouvernement algérien et les sociétés et les multinationales ou des gouvernements étrangers. Ça, j'ignore cet aspect. Je ne crois pas qu'il y ait eu des engagements contractuels. Oui. Non, puisque c'est encore au stade expérimental. Je crois que c'était des engagements un peu préliminaires, donc qui ne sont pas sanctionnés par des contrats dont la dénonciation serait difficile. Oui, mais Faisal ne pose pas le terme en termes de contrat, il dit seulement un projet. Est-ce que maintenant que ça devient quasiment inenvisageable, que ça coûte, donc comme vous l'avez expliqué, beaucoup plus cher que le prix auquel ils vont le vendre, est-ce que tout simplement le projet ne va pas être abandonné sans qu'il y ait question de contrat ou d'engagement avec d'autres parties? Je crois qu'il n'y a pas assez maintenant de fonds pour lancer ce projet. Et à mon avis, la seule façon de continuer dans cette voie, c'est d'aller dans un arrangement contractuel qui est un peu extraordinaire. C'est-à-dire que les contrats qu'on connaît maintenant, enfin, dans le domaine, qui sont par exemple le contrat à production partagée, ne sont plus rentables. Donc s'il y a une détermination, je crains qu'on s'oriente vers un régime de concession. Et là, ça veut dire que
on va perdre la souveraineté sur une partie. C'est-à-dire qu'ils vont donner la concession à des sociétés étrangères, multinationales, et à elles de se débrouiller, perdantes, gagnantes. C'est plus leur affaire. L'essentiel, c'est qu'elles en cachent du cash. Absolument. S'il y a par la suite du bénéfice, on en profite un peu, mais si ces sociétés perdent leur argent, c'est à leur dépens. Ils nous payent au départ la concession et puis ils en font ce qu'ils veulent. On va demander l'avis à Saïd Lebez qui est avec nous. Saïd Lebez, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien, Jamal. Bonsoir. Bonsoir. À vous et à votre invité, notre honorable Abdelhamid Fanrour. Et Faisal Matawi, quoi, c'est ça? Oui, c'est bien ça, merci beaucoup. Alors, la question est, que vient de poser Faisal Matawi, est-ce qu'en l'occurrence, avec cet effondrement des prix du baril, des prix des hydrocarbures d'une manière générale, est-ce que l'exploitation du gaz de schiste ne risque pas tout simplement d'être passée aux oubliettes? Je vous parle à titre d'expérience, bien sûr, Jamal. Oui. Notre ami Faisal a mentionné un mot très important, dont je suis un expert dans le domaine. Un mot, le nom projet. Oui. Dans mon domaine, chaque projet commence par des études. Et la première des choses dans un projet, c'est l'étude technique, ou en anglais, si vous voulez, site survey. Oui. Ou بالعربية المسح الميداني. Ça s'applique dans n'importe quel projet, que ce soit un projet pétrolier, que ce soit un projet de communication, que ce soit un projet d'énergie. Ces études, elles sont fondées sur des lois internationaux et des normes et des standards. D'accord. Ces standards sont appliqués internationalement. Et n'importe quel pays qui est membre de ces standards et de ces lois et de ces régulations doit respecter ces choses-là. Revenons maintenant à nos moutons. L'exploitation du gaz du schiste en Algérie, c'est à déconseiller. Bien sûr, d'après ce qui a mentionné notre honorable Abdelhamid Fanrour, un expert, aussi, d'après mes informations, je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais je connais très bien la situation du gaz de schiste par l'intermédiaire et le lien d'amitié qui me relie à mon ami Saadallah, Abdelkader Saadallah, oui. Le docteur, le fameux. Oui, oui. C'est un expert qui est connu dans le monde entier. La question se pose pourquoi. Et qui s'est exprimé avec force. Il s'est exprimé avec force contre l'exploitation du gaz de schiste. Il est intervenu sur Al-Maradibiya pour s'exprimer. Tout à fait, Jamal. Donc l'exploitation d'un gisement débute par une phase, je parle sur le plan, bien sûr, de projets pétroliers ou de gisements de gaz de schiste. D'une étude géologique, géophysique, bien sûr. Oui. Éventuellement, la réalisation du forage, d'exploitation. Après ça, c'est bien sûr une étape de la mise en production d'un puits de gaz. Oui, mais d'une manière générale, pour ce qui est de la question, est-ce que dans les circonstances actuelles, le régime aura le choix? Enfin, est-ce qu'il va il va continuer dans ce projet, dans cet objectif, ou alors il va juste devoir mettre le projet dans le placard, puisque ce n'est plus rentable et que même les sociétés nationales, multinationales, qui font pression sur lui, ne sont plus intéressées? Oui, tout à fait, mais il y a des conditions financières qui relient ce gouvernement au ministère de l'Énergie avec ces compagnies internationaux qui sont arrivées à faire un agrément mutuel. C'est pas un contrat, un agrément mutuel. Donc, bien sûr, ils ont commencé déjà les études. Ça fait bien des années qu'ils ont commencé ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais si on prend les conditions actuelles du marché de l'énergie et des prix de baril que je viens juste de voir, les derniers recours, et actuellement, le prix de pétrole brut, c'est à 45,92 $ par baril. Donc, si vous voulez, les efforts coûteux de ce gaz de schiste, ils ne sont pas au bon état pour que le gouvernement algérien doit continuer
ses forages ou l'utilisation du gaz de schiste. En toute simplicité, l'Algérie doit abandonner, ou le gouvernement algérien doit abandonner ce projet de gaz de schiste en tirant l'exemple des autres pays qui sont bien plus développés et qui possèdent des ressources matérielles humaines abondantes. Voilà. Saïd Lebaz, merci infiniment. J'espère vous revoir bientôt dans nos autres émissions. Abdelhamid Fenghor, aujourd'hui, il y a au Sahara, puisque le gaz de schiste, c'est surtout Sahara, il y a comme la concurrence entre deux énergies. Les énergies hydrocarbures, le pétrole, le gaz, d'un côté, et de l'autre, la ressource dont on dit qu'elle est la plus précieuse pour les gens qui peuplent cette contrée, qui est l'eau. À votre avis, comment envisagez-vous j'allais dire presque cette friction entre deux énergies, ce tiraillement, le régime qui veut continuer d'imposer des énergies comme le gaz de schiste, des populations qui vivent sur le terroir, qui disent non, nous c'est l'eau qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez ? À mon avis, ce qui donne la vie au Sahara, c'est l'eau. Le Sahara, sans eau, ne serait plus viable. Et l'homme, quand il a trouvé l'eau, quand il a vu des sources, il en a profité pour planter des arbres et s'établir près des sources. Et donc, on a vu la naissance des oasis. De ces oasis-là. Il y a une symbiose au Sahara entre l'homme et la nature. Et le trait d'union, c'est l'eau. Donc, sans eau, il n'y aurait plus cette symbiose. La vie disparaîtrait. C'est un climat rude. Il y a à certains endroits, justement, la présence de l'eau fait en sorte que la vie devient possible et que l'homme puisse vivre en harmonie avec cette nature, malgré les conditions difficiles autour. Donc si on met en danger cette ressource-là, c'est une ressource fragile, c'est une ressource extrêmement fragile. C'est-à-dire que si jamais elle est polluée, c'est pas comme dans le nord où il y a des exutoires naturels, des fleuves qui mènent vers la mer, qu'on peut évacuer. C'est-à-dire là, si c'est pollué, ça ne part pas ailleurs. C'est extrêmement fragile, nous dit-on. C'est très fragile et il faut faire attention même à l'exploitation de cette eau. Vous avez, au Sahara, on a deux nappes à peu près, deux grandes nappes. La nappe la plus importante, c'est la nappe du continental intercalaire, à peu près 600 000 km². Donc c'est à peu près le quart de l'Algérie, de la superficie. Ça veut dire à peu près la superficie de la France, d'un pays comme la France. Absolument, absolument. Et cette nappe, elle est un peu profonde dans certains endroits, elle atteint même jusqu'à 1600 mètres, 1500 mètres en certains endroits. Et dans d'autres, elle affleure, comme vous nous avez dit. Voilà, elle affleure notamment sur le plateau de Tadmaït. Et c'est pour ça que vous avez, au piémont de ce plateau-là, vous avez un chapelet de villes qui arrivent à vivre à cause de cette eau. Et l'homme aussi a été entrepreneur en ce sens qu'il a appris à apprivoiser cette eau. Il a fait ces chefs-d'œuvre les Fougara. Les Fougara, c'est que peu de gens connaissent. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Le Fougara, c'est vraiment des chefs-d'œuvre hydrauliques. Comment faire remonter de l'eau des nappes profondes vers la surface, puis les distribuer à travers un circuit souterrain, c'est carrément des grottes, des tunnels, et puis qui remontent, et puis une sorte de ramification, de vénules. C'est d'une complexité extraordinaire et ça va très très loin. Et le système de gestion des débits, etc., je vous en prie. Qu'est-ce qu'on fait donc, vous avez
on creuse des puits, Oui. et ces puits sont reliés par le bas. Donc il y a un canal par le bas, et ce canal est dirigé sur une pente vers le bas, en contrebas, donc vers le bas. Et là, dans le bas, on fait des bassins. Et Tout ça, c'est au-dessous de terre. Hein? c'est sous la terre. À plusieurs, peut-être dizaines de mètres de profondeur. Oui. Et une fois que l'eau est amenée dans ces bassins, on essaie de la distribuer. Il y a un distributeur, en quelque sorte, vers les différents utilisateurs. Donc il y a même traditionnellement un système de comptage et on arrive à... Et quelle est la force qui fait monter l'eau? Puisqu'il n'y a pas la gravité, c'est l'inverse de la gravité en fait. C'est l'eau, cette eau de cette nappe-là, elle est sous pression. Et donc l'eau arrive à monter jusqu'à une certaine d'elle-même, hauteur, d'elle-même. D'accord. Et d'ailleurs, avec la surexploitation maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui utilisent des forages. Des forages et utilisent ces puissantes motopompes pour extraire parfois plus qu'il n'en faut pour leurs besoins. Donc ça devient du gaspillage et ça se traduit par une baisse de niveau. Et quand les niveaux baissent, ça veut dire que certaines ressources vont tarir. Et même certains fogaras vont tarir parce que les fogaras souvent centenaires. Certains ont plusieurs siècles. Absolument. Et donc, même déjà sous le régime colonial, il y avait une régularisation de l'utilisation de l'eau. Donc il fallait un permis et les autorités hydrauliques surveillaient ce qu'on appelle les niveaux piézométriques, donc la hauteur dans ces nappes, pour justement pour qu'il n'y ait pas un rabattement du niveau. Et je crois savoir qu'il y a même un genre de qanoun coutumier au niveau des tribus qui est écrit et qui réglemente point par point l'usage, la quantité, le nombre de jours, le nombre de jours où on doit s'abstenir totalement pour laisser se régénérer les potentiels. Mais restez avec nous, Abdelhamid Fanghor. Faisal Mattawi, commentaires, des questions sur ce sujet? Oui, Jamal, ma question était de savoir, parce que il y avait une belle explication sur les Fougara qui sont dans la région du Touat, dans le sud-ouest algérien, et qui doivent être classés théoriquement dans le patrimoine universel de l'UNESCO, parce que ils sont pratiquement uniques au monde. Et donc, il parlait de l'eau. Est-ce que pour nous, il faut trancher ce débat, c'est-à-dire puisqu'il y a une nappe albienne très riche dans le sud algérien et que l'Algérie est un pays semi-désertique et que dans le futur, pour beaucoup d'experts, l'enjeu serait l'eau ou le combat autour des ressources hydriques, est-ce que l'Algérie ne doit pas trancher de manière ou d'une autre, que ce soit l'État, le gouvernement, le Parlement, enfin ceux qui prennent la décision de trancher ce débat, c'est-à-dire qu'on doit choisir l'eau et abandonner le gaz de schiste, puisque nous n'avons pas les moyens techniques et que cette exploitation est très polluante, notamment pour les ressources hydriques. Est-ce qu'on ne doit pas trancher tout de suite maintenant, ou est-ce qu'il y a d'autres implications si on ne tranche pas dans ce débat? Abdelhamid Fanghor. Moi, je crois qu'il faut trancher. Moi, je crois qu'il faut préférer l'eau au gaz ou au pétrole. Moi, je crois que l'eau, elle est l'âme du Sahara. Sans eau, le Sahara disparaîtrait. Il faut trancher en faveur de l'eau. Il faut trancher en faveur de l'eau. Il faut dire le gaz de schiste, non. Définitivement non. Il faut trancher en faveur d'une réglementation de l'utilisation de l'eau. Et il ne faut pas mettre aussi en danger ces sources et ces fogaras. Il ne faut pas que les gens exploitent d'une façon anarchique et désordonnée l'eau. Cette eau est très précieuse, elle est vitale pour le Sahara. Et bien justement, Abdelhamid Fanghor, au sujet de cette exploitation un peu anarchique de l'eau, un peu, j'allais dire presque stupide,
il y a un problème qui est assez connu, c'est celui de la remontée des eaux de la nappe phréatique dans la région de l'Oued Souf, qui a assassiné presque 1 million de palmiers, nous dit-on. 1 million de palmiers sont morts. Et Dieu sait ce qu'il faut d'efforts, de travail pour planter et faire pousser un seul palmier. Vous savez, il faut lui creuser un rot, pluriel roat, qui est une fosse qui affleure presque à la nappe phréatique pour permettre aux racines de s'approcher de la nappe phréatique. Il faut désensabler chaque jour. Parce que le sable coule, donc il arrive, le paysan avec son âne, avec ses choueries, il prend le sable qui a coulé pendant la nuit, il l'enlève. Alors imaginez un palmier, et puis le palmier quand il grandit, il faut l'élaguer, il faut le soigner, il faut le féconder, le qah, qui met goulot. Imaginez un tel travail pour un palmier, il y a 1 million de palmiers qui sont morts. Pourquoi? Parce que les gens de l'Oued, du jour au lendemain, sont devenus les plus grands consommateurs d'eau au monde, plus que les Suédois, dans un pays, Sahara, vous imaginez. Le taux de consommation est devenu le premier au monde. Pourquoi? Parce que tous ont fait des forages, beaucoup de gens ont creusé des forages vers les eaux profondes, ils pompent de l'eau profonde, et le problème c'est qu'une eau qui est pompée, elle doit être évacuée après, d'une façon ou d'une autre. Elle devient de l'eau usée et elle doit être évacuée. Or, l'Oued est très mal nommé parce qu'il n'y a pas d'Oued à l'Oued. Donc, il n'y a pas d'exutoire naturel pour évacuer ces eaux usées. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Ils ont creusé des fosses septiques où ils mettent ces eaux usées. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces dizaines de milliers de fosses septiques? Les eaux usées se sont infiltrées et ont rejoint les nappes phréatiques qui sont juste en dessous, et ces nappes phréatiques ont été gonflées d'eau usée et elles ont commencé à remonter jusqu'à affleurer à la surface. Et la nappe phréatique est devenue en elle-même une eau usée qui remonte et qui a étouffé les palmiers, parce que le palmier a besoin d'eau, mais il n'a pas besoin. Si jamais l'eau arrive au tiers de son tronc, le palmier meurt. Et donc voilà un exemple d'utilisation, comme vous disiez à un instant, désordonnée, désorganisée de l'eau qui peut amener à des véritables catastrophes. Selon vous, même si nous dévions un peu de ce problème du gaz de schiste, qu'y a-t-il lieu de faire pour pallier justement à cette catastrophe qui s'annonce? Si jamais je confirme ce que vous dites là, parce que j'ai lu exactement ce que vous dites dans une thèse qu'un jeune Algérien a fait, une thèse de master, je crois à l'université de Ouargla, et qui a étudié ce problème. Donc, nous avons vraiment des compétences extraordinaires. Moi, j'ai vu beaucoup de thèses de master de la part de jeunes hydrogéologues qui sont très conscients de ces problèmes. Ils ont fait des travaux vraiment d'un niveau excellent, mais malheureusement, leurs recommandations ne sont pas suivies. Et aussi, il faut dire que si on ne maîtrise pas le côté drainage au nord, alors je ne pense pas qu'on puisse le maîtriser au Sahara. Vous savez, au nord, dès qu'il y a une petite pluie, c'est l'inondation partout. Vous savez, quand j'ai visité récemment l'Algérie, j'ai été étonné de voir, par exemple, dans les grandes villes, Constantine, Skikda, j'ai vu les eaux usées à la surface, là. Oui. Nos villes sont inondées par les eaux usées. Mais au Sahara, c'est extrêmement fragile. Ça peut tuer l'environnement de façon irrémédiable. Ça veut dire, au nord, plus ou moins, il y aura toujours possibilité de soigner un peu la situation. Mais au sud, si ça arrive, ça veut dire que c'est mort. Par exemple, au sud, la meilleure preuve, c'est que dans la région du sud, avec la remontée des eaux usées, la remontée de la nappe phréatique qui est devenue de l'eau usée, c'est 1 million de palmiers qui sont partis. Faisal Mattawi, qu'est-ce que vous en pensez?
effectivement, c'est une très belle analyse par rapport à cette question. Donc, mais personnellement, j'ai envie toujours de poser la question parce que le gouvernement, dans son argumentaire par rapport à l'exploitation du gaz de schiste, il disait qu'il fallait que l'Algérie n'a pas d'autre choix, que le pétrole et le gaz de toute façon ça va se terminer, qu'on est obligé de trouver d'autres ressources énergétiques. Alors ma question, pourquoi avoir privilégié, du moins dans la vision du gouvernement, dans la vision de ceux qui ont pris la décision, cette forme énergétique en oubliant les autres énergies, c'est-à-dire des énergies renouvelables comme l'énergie solaire qui n'est pas très développée ou même les éoliennes. Donc la question, pourquoi il n'y avait pas eu ce choix et est-ce que la question ou tout ce débat n'est pas lié au fait que l'Algérie n'a toujours pas, 52 ans, 53 ans après son indépendance, un véritable modèle énergétique? Excellente question, je trouve, Abdelhamid Fanghor. Le solaire est très important pour l'Algérie parce qu'en Algérie, on a beaucoup de soleil. Et je crois que une grande partie des besoins énergétiques pourrait être satisfaite par la contribution solaire. Et pour cela, il faut vraiment encourager ce secteur. C'est-à-dire, il ne faut pas tout simplement donner de l'argent à des personnes sans plan précis. Il faut un plan bien étudié et il faut commencer à petite échelle. Parce que le problème de l'Algérie, c'est qu'elle commence toujours par des projets à grande échelle. Oui. Et ces projets sont coûteux et non maîtrisables. Et non maîtrisables, parfois le management, la gestion n'est pas au niveau. Et donc, ça aboutit toujours à des catastrophes, comme tous les grands projets en Algérie. Absolument. En effet. On a vu avec l'industrie industrialisante, oui, des projets géants, les grands projets qui finissent finalement en queue de poisson, c'est connu en effet. L'acier, les engrais, la pétrochimie, tout ça, ça a mal fini. Oui. Parce que pratiquement maintenant, l'acier c'est aux mains des étrangers, les engrais c'est aux mains des étrangers, la pétrochimie, on n'en a plus. Oui. Il ne reste qu'une usine à Arzeu, la grande usine de Skikda a fermé. Donc, c'était des grands projets qui ont consommé beaucoup d'argent sans lendemain. Et qui ne peuvent pas vite se retourner, se mettre au goût du jour, réagir à des circonstances, à des vicissitudes, donc qui subissent sans pouvoir réagir et qui finissent mal. Oui. Mais sinon, donc, en matière, par exemple, d'énergie solaire, qu'est-ce que vous préconisez? Quel genre d'initiative, de dynamique, de vision? Dans ce pays, par exemple, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de citoyens qui installent des panneaux solaires sur leur toit et qui arrivent à satisfaire une partie de leurs besoins énergétiques. Oui. Et ce sont des installations qui ne coûtent pas cher. Donc, par exemple, ici, disons entre 4 et 5 000 euros, on peut faire une installation et on peut subvenir aux besoins, d'une famille, à ses besoins énergétiques. Voilà. Et je crois qu'on pourrait généraliser ça au cas de l'Algérie. Mais ça, sur un plan domestique. Sur un plan domestique. Mais sur un plan, par exemple, paysanat, les agriculteurs, par exemple, au Sahara. Par exemple, des paysans au Sahara qui sont dans leurs palmiers, dans leurs jardins. Les gens ne savent pas que les gens du Sahara sont de très très bons paysans qui cultivent des maraîchages, des vergers, au sein même des palmeraies. Ce sont des cultures à 3 étages, légumes en bas, vergers au milieu et palmiers en haut. Et donc, vous pensez qu'ils pourraient initier ce genre de vision énergétique petite, comme ça, à travers tout le Sahara? Oui, c'est faisable? Absolument. Donc, on pourrait envisager, par exemple, des coopératives où ces paysans ou ces citoyens un peu s'entraident pour monter une petite installation qui leur fournit
et une partie de leurs besoins en énergie. Le problème, c'est que là, on va buter sur l'aspect économique, et l'aspect économique vous dira il faut aller vers l'économie d'échelle, c'est-à-dire il faut vraiment des grandes centrales héliothermiques qui vont nécessiter beaucoup d'investissements et produire en quantité. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire les deux? Par exemple, de lancer une politique, j'allais dire macro-énergétique, qui puisse lancer des grandes centrales, des grands trucs, comme ça se fait au Maroc en ce moment, par exemple, et à côté, encourager, comme ils sont en train de le faire pour l'Ansège, par exemple, encourager les petits paysans, même les domestiques, les gens qui veulent avoir de l'énergie dans leur maison, au lieu de leur diminuer l'électricité, d'augmenter les prix, pourquoi ne pas les encourager à faire dans le solaire, lancer une sorte de dynamique d'initiative qui pourrait faire florès et inciter les gens à devenir plus ingénieux, à inventer, à pouvoir irriguer leur jardin avec le solaire. Est-ce que ce ne serait pas possible de faire les deux? C'est possible de faire les deux, et c'est possible d'intégrer toute la filière, c'est-à-dire de la production, de la production de panneaux solaires par exemple, de l'électronique, au montage, à la gestion de ces installations. C'est-à-dire créer des dynamiques industrielles autour de tout ça. Absolument. L'industrie des pompes par exemple, de la tuyauterie. Donc il y a toute une gamme de petites industries qui viendraient se greffer autour de cette initiative. De cette initiative. Plutôt autour de ces deux initiatives. Absolument. Au niveau macro et au niveau petites gens. Et donc beaucoup d'emplois seraient créés. Faisal? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, mais je trouve que c'est une excellente proposition, d'autant plus que la question de l'énergie, la question du modèle énergétique n'est pas suffisamment, à mon point de vue, abordée en Algérie. Et je pense que quelque part, il y a une... je ne sais pas si j'ai tort, quelque part il y a une faillite également des experts, bien sûr je ne vise pas l'éminent expert qui est au studio dans Del Maralabia, mais ceux qui sont en Algérie, du moins certains, qui n'ont pas suffisamment expliqué, à mon avis, à part ceux qui sont militent contre le gaz de schiste ou les chèques gaz ou les énergies polluantes, l'enjeu de l'exploitation de telles énergies en Algérie. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être aller vers un débat citoyen ouvert, permanent, en continu, pour cette question? Et est-ce qu'il n'y a pas encore une faillite quelque part par rapport à la culture écologique? En Algérie, on a l'impression que protéger l'environnement, protéger les ressources hydriques qui se raréfient, est un débat qui n'intéresse pas forcément le grand public. Et est-ce que c'est pas lié au fait justement que des experts, des universitaires, ceux qui connaissent, du moins, n'ont pas suffisamment fait ce travail d'explication? Alors, Abdelhamid Fenghor, cette grave carence écologique dont nous parle Faisal, c'est vrai, il y a une vraie carence écologique. On dirait que ça n'existe pas en Algérie. L'écologie, vraiment, elle est absente, et je dirais même elle est catastrophée en Algérie. D'ailleurs, vous avez sur vos programmes, vous avez montré récemment les détritus sur les plages, la façon dont on traite la nature. Il y a un irrespect total pour la nature. Donc, et on doit vraiment développer un esprit civique et s'occuper de l'écologie et vraiment essayer de vivre, de vivre en symbiose avec la nature. L'écologie doit être au centre du développement de l'Algérie. Parce que sans écologie, on va... Mais ça va venir comment? Moi, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'allais de Constantine à Oran, je suis passé par la rocade. Avant, il n'y avait pas l'autoroute. Je suis pas Messila, Thiers, etc. Et arrivé à un certain moment, il y avait une immense plaine. C'était stépique, c'était des steppes. Une immense plaine avec des épineux. Hein, c'était plein d'épineux. Et sur chaque épineux,
je ne sais pas ce que c'était, hein, peut-être des chardons ou quelque chose comme ça. Sur chaque épineux, c'était des millions d'épineux, hein, je n'exagère pas, des millions. C'est à perte de vue. Chaque épineux flottait un sac noir, un sac plastique, poubelle. C'était à perte de vue. C'est dommage qu'à l'époque, il n'y avait pas cette culture de la photo. C'est incroyable. Comment pourrait-on en arriver à ce que vous êtes en train de préconiser, d'avoir une vision écologique au sein de l'État et au sein de la société, dans un pays où tout cela n'existe pratiquement pas. Il n'y a pas la moindre notion de l'écologie, de savoir gérer son environnement, de ne pas l'insulter, de ne pas jeter sa bouteille de bière en pleine rase campagne, de ne pas jeter sa poubelle depuis son balcon, etc. Et je ne parle pas de l'hygiène publique, de l'hygiène civique, hein, je parle de l'environnement d'une manière générale. Comment pourrait-on revenir à une posture plus saine, plus équilibrée en la matière? Là, je vais répondre à la question en s'inspirant un peu de mon expérience personnelle. Quand j'ai travaillé à la Sonatrach, j'ai travaillé dans un complexe pétrochimique et quand il y avait plusieurs unités et on avait une unité de traitement des eaux. Donc, quand cette unité a accusé des défaillances, eh ben, on l'a court-circuité. On n'en a plus parlé, on s'est dit, bon, les équipements sont tombés en panne, cette unité n'est plus centrale à la production, on va déverser directement l'eau usée à la mer. Donc, ça ne coûte rien, et ça, c'était pendant le parti unique, sous le régime du parti unique. Oui. Donc, à ce moment-là, ce qui intéressait les gens, c'est la production. Le soir, on télexait les chiffres. Les chiffres, voilà. 110%, 120%. Voilà, on produit à 90%, ouais. Mais à quel prix? Oui. Et donc, et même dans certaines unités, quand l'unité de traitement des eaux usées tombait en panne, eh ben, on l'a court-circuité, tout simplement. On n'en parlait plus. Et je crois que c'est une culture qui s'est installée dans notre façon de voir les choses. Et il faut changer cette approche, cette vision, parce que même dans le rebut, dans ce qu'on rejette, il y a des ressources. Si on recycle les plastiques, si on recycle les eaux usées, si on les traite, on peut recycler l'eau vers les barrages ou vers des eaux industrielles, des lacs pour les besoins de l'agriculture. Et aussi, on peut avoir même des engrais. Oui. Donc, il y a des richesses énormes y compris dans nos ordures. Dans nos ordures. Oui. Et malheureusement, on n'en est pas conscient. Donc il faut qu'on prenne conscience de tous ces aspects-là. Alors, on revient au gaz de schiste, et au pétrole, au gaz d'une façon générale, aux hydrocarbures. Selon vous, c'est une bénédiction, c'est un don du ciel ou c'est une malédiction? Là, je vais vous répondre en s'inspirant du passé encore. Quand j'étais au lycée, j'avais lu que au cours d'un séminaire sur la pensée islamique, ils avaient abordé un sujet qui était intitulé « Est-ce que le pétrole était une bénédiction ou malédiction ?» Hal al-pétrole ni'ma am niqma. Bon, à l'époque, j'étais jeune et je me disais comment peut-on une poser une telle ressource question pourrait-elle une malédiction? Oui. Là, avec le recul et en étudiant un peu la géopolitique du pétrole, je me suis arrivé à la conclusion que pour beaucoup de pays, le pétrole ou les richesses en hydrocarbures sont vraiment une malédiction. Et là, je rejoins un peu ce que disait un sage vénézuélien qui s'appelle Juan Pablo Pérez Alfonso. C'est un homme d'une vision extraordinaire. Vous savez que le Venezuela a vécu des périodes sombres sous la dictature de Gomez.
Et Gomez décéda en 1935. Donc le pays a traversé une période de recomposition un peu politique. Et en 1947, Alfonso est devenu ministre du pétrole. Et c'est un homme qui était vraiment attaché à son pays, attaché à ses ressources. Et il voulait que son pays bénéficie que son peuple bénéficie de ses ressources. Et à l'époque, le pays ne retirait que très peu du pétrole, donc le pourcentage de... Le gros allait aux Américains. Absolument. Bien sûr. À l'époque, c'était très peu. Par exemple, l'Iran, à l'époque, recevait 16% des bénéfices, le Venezuela, peut-être un peu plus, mais c'était une proportion très faible. Et alors, Alfonso avait milité pour avoir 50-50, 50-50. Oui. Et donc, il a fait pression sur les multinationales pour avoir 50% sur les bénéfices. Malheureusement, il y a eu un coup en 1947. Donc, je me disais, Alfonso était ministre en 1945. Et en 1947, il y a eu un coup. C'est le lot des pays qui essaient de réclamer leur dû. Voilà, le lot des pays qui ont les ressources. Oui, vous avez, avec les ressources, vous avez toujours les coups d'État. Voilà, exactement. Donc, en 1947, il y a eu un coup d'État. Mais malgré ça, l'idée a avancé. Et en 1948, le Venezuela a réussi à avoir ses 50% de bénéfices. Et c'est quelque chose qui a fait tache d'huile par la suite. Oui. Beaucoup de pays ont demandé... Mais il avait dit quelque chose d'intéressant. Oui. Il avait prononcé une phrase qui est devenue célèbre, je crois. Oui. Alfonso Pérez, justement, est connu pour avoir dit aux Vénézuéliens, il leur a dit, d'ici 10 ans, 20 ans, le pétrole ne vous ramènera que de la ruine. Le pétrole, c'est l'excrément du diable. Voilà. Le pétrole, c'est l'excrément du diable. Absolument. Ouais. Et il y a toute une littérature justement sur la malédiction des ressources. Il n'y a qu'à voir ce que nous subissons aujourd'hui, nous, dans cette bulle de prospérité factice, illusoire, où toutes les valeurs se sont dissipées, où les gens croient vivre bien, alors qu'ils n'ont que des choses en façade, du vernis qui cache des vérités autrement plus tristes. Mais nous allons demander à Faisal ce qu'il pense de la question. Alors Faisal, malédiction, bénédiction? Moi je dirais que c'est une bénédiction, jamais. Ça ne peut pas être une malédiction, c'est une richesse. Mais tout dépend de l'exploitation qu'on en fait. Il est vrai que dans le modèle économique algérien, un modèle rentier qui a oublié un peu de s'ouvrir et de se diversifier, parce qu'il y a des politiques qui n'ont pas pensé à ça, qui ont pensé que le pétrole pouvait tout régler et le gaz. Je crois qu'actuellement, il y a la contrainte économique, la nouvelle contrainte économique avec la réduction des recettes d'Algérie qui ont chuté de 40% ou un peu plus depuis le début de l'année, tous les problèmes qu'il y a. Peut-être que cela va amener à une véritable réflexion sur la manière de diversifier l'économie, c'est-à-dire de revenir au secteur tertiaire premier plutôt que l'agriculture, de renforcer l'agriculture, le secteur des services, l'industrie pour remonter, etc. Et de continuer, et bien sûr de rationaliser la consommation d'énergie, parce qu'un jour ou l'autre, on sera amené à importer du pétrole ou du gaz. Et donc peut-être, je me dis que c'est une occasion historique, c'est tout le monde l'a saisi, y compris la société civile et ceux qui travaillent dans le domaine. On peut imaginer un autre modèle économique en Algérie, bien sûr en renforçant tous les instruments de contrôle qui sont le Parlement ou tous les organismes qui peuvent donc apporter une idée, bien sûr avec un regard scientifique. Donc je pense que l'énergie c'est toujours une bénédiction. Merci Faisal. Je retiens surtout que dans ces institutions de contrôle, dans le Parlement par exemple, il faudrait surtout que ce soit de véritables institutions fondées sur une vérité démocratique. Merci beaucoup Faisal Mattawi, en espérant vous revoir bientôt. Merci à Saïd Lebaz, chef de projet énergie, communication et sécurité Londres. Merci à Abdelhamid Fanghor de nous avoir accompagnés tout le long de ces 3 émissions. Merci infiniment, vous nous avez beaucoup apporté. Merci. Barakallahu fik. Merci, Sijana.
Merci. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Bqaw ala khair. Slama.